Jordi Palou l'overdose. Le dernier, mais pas le moindre, disent les Français, citant les Anglais ou les paraphrasant. Vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, avocat des victimes espagnoles, rwandaises et congolaises, qui sont une trentaine. C'est un versant du dossier que l'on connaît peu dans notre pays. Les autorités judiciaires de Madrid ont délivré 40 mandats d'arrêt contre des collaborateurs de Paul Kagame. Donc vous représentez également le Forum international pour la vérité et la justice en Afrique des Grands Lacs. Alors un certain nombre de questions se posent. Je vais en poser 4 et j'espère que vous accepterez d'y répondre. La plainte espagnole se concentre sur 10 ans, 1990-2000. Pourquoi ? Dans quelles conditions ces victimes ont-elles été tuées ? Quel est l'impact international de cette plainte ? Et puis enfin, comment établir une démocratie au Rwanda avec un tel passé ? Merci, merci Monsieur le Président. Et bonsoir. Premièrement, mon remerciement pour l'invitation et d'avance pour votre patience. Je ne veux pas lire parce que je suis sûr que vous allez dormir sinon. Donc, je vais essayer d'être très direct à partir de notes. Donc, je m'excuse d'avance. Je commence quand même pour honorer la mémoire de toutes les victimes, rwandais, Tutsi, Hutu, Twa, Congolais et d'autres Africains. Aussi les Espagnols, aussi les Français, les Belges, Anglais, Italiens, Américains. Donc, toutes les victimes. Je ne parle pas ici de qualification juridique, je parle de victimes. Donc, je m'ajoute justement à l'honneur de victimes du mois d'avril. On a évoqué le mois d'avril, mais c'est le mois d'avril, mais c'est aussi les autres mois et c'est aussi les autres victimes. Pourquoi l'Espagne ? L'Espagne n'avait aucun intérêt ni politique ni économique au Rwanda ni dans l'Afrique centrale. Mais je vais essayer de répondre à quelqu'une de ces questions. Donc, les victimes espagnoles dont on a commencé dépassent l'année 1994. Donc, forcément, on devait se concentrer ou bien commencer par les victimes espagnoles. Et on a eu des victimes l'an 94, 96, 97 et l'an 2000. Donc ça répond un peu à votre question. En connexion avec ce que Jean-Marie Michombero a dit ce matin, et pour donner un exemple précis d'une certaine dynamique sur la propagande, je me suis trouvé bien à l'origine de notre action dans une rencontre que j'ai eue avec le frère de Flor Sidera, qui était une infirmière qui a été tuée le mois de janvier 1997. Son frère me donne le premier jour qu'on se connaît un dossier comme ça de la presse nationale catalane, espagnole et internationale, avec les informations des agences internationales. Presque unanimement, le jour suivant de son assassinat, la presse nationale et internationale savait tout sur les auteurs de ce crime. Et c'était sans doute les Interahamwe. Et c'était une enquête faite, je crois, pendant la nuit. Par contre, si on est dans le domaine juridique, je dis, je dois enquêter. Je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, quand on exprime cela, on dit justement, et on mène l'image d'un iceberg. Il y a une partie petite qui se montre, bien sûr, qui coïncide avec la thèse officielle, disons, de fait, et il y a une grande partie qui ne se montre pas. Surtout, on dirait que les victimes espagnoles, rwandaises et des autres nationalités
au-delà de 94 n'existe pas. Même les Congolais n'existent pas, au moins sur une enquête nationale ou internationale. Donc, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et ce matin, il y avait une question aussi qui parlait sur l'impuissance pour enquêter et essayer de savoir, d'en savoir plus sur ces autres crimes, sur ces autres faits. Je dirais qu'à côté de cette impuissance, parce que c'est l'impuissance de la communauté internationale, à la fin, on se trouve 20 ans après, ou 24 ans après, si on le considère de forme plus élargie, à côté de ça, il y a une grande puissance, justement, pour consolider ses intérêts politiques, géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques. Et ça se déroule à côté de l'impuissance. Quand on parle de vérité, je préfère, peut-être quelqu'un m'a écouté dans ce sens-là, d'utiliser le terme, et vous voyez mon nom c'est Loverdos, ça vient du grec, donc ma famille est grecque, donc d'un terme grec qui parle de aletheia, au-delà de la vérité. Donc peut-être que la vérité n'est pas exactement la correspondance entre ce que je suis convaincu internement et les faits qui sont en dehors de moi. Ce qui m'intéresse plus, c'est justement le concept de aletheia, c'est de dévoiler ce qui est occulte, ou bien de forme délibérée, occultée. Donc à la fin, pour être très concret, on a présenté, après des années d'enquête, on a présenté plainte l'an 2005. On a eu, ici dans la salle, il y a certains témoins qui ont témoigné. Il y a aussi 57 témoins protégés qui ont donné ces preuves et son témoignage de forme protégée devant la Cour. Il y a aussi des documents, il y a un rapport d'experts et tout cela. Dans cette enquête, il y a eu au moins 3 commissions rogatoires internationaux au Rwanda et au Congo sans réponse. Donc le tribunal espagnol a demandé quelle était l'enquête par rapport à tous ces crimes qui étaient objet d'enquête, je dirais, entre, comme on disait, octobre 90 et juin en 2000. Comme je dis, les 3 commissions rogatoires au Rwanda, les 3 commissions rogatoires au Congo, sans réponse. Il y a eu aussi des demandes de preuves à l'ONU, et je évoquerai les 3 plus importants. Premièrement, on a su qu'il y avait un rapport confidentiel sacré sur la mort de Médecins du Monde le 18 janvier 1997, fait par l'ONU. On a demandé ça, sans réponse. On savait qu'il y avait les preuves au palais Wilson, dont Carla De Ponte a eu l'entretien, les preuves sur les rapports de l'an 98 de l'ONU. Dans les rapports, il dit on est arrivé jusqu'ici, c'est pas tout, c'est assez, mais les preuves se déposent au palais Wilson à disposition de la justice. On a demandé ces preuves sans réponse. Et par la fin, on a connu, ça a été évoqué, certains rapports de panels d'experts sur le pillage de guerre systématique sur les ressources naturelles, et les preuves sont déposées au siège central de l'ONU à New York. On a demandé ces preuves directement au secrétaire général de l'ONU, sans réponse. Pour répondre à un autre des questions, l'impact national et international. Je vais essayer aussi d'être très, très concret et très synthétique. Après que le juge a décidé de lancer le 40 mandat d'arrêt, on doit dire qu'on a trouvé
qu'il y avait 9 des hauts responsables de la hiérarchie militaire de l'APR qui se trouvaient en dehors du Rwanda. Il y avait un qui se trouvait aux États-Unis, il était attaché militaire à l'ambassade. Je dois dire qu'avant 48 heures après que le mandat d'arrêt soit lancé, il était en retour à Kigali. Il y avait une haut responsable militaire au Soudan. C'était le deuxième commandant de la force hybride, première force hybride de l'Afrique, de l'Union africaine avec l'ONU, l'UNAMID, au Soudan, Karake Karenzi. Je dois dire aussi, pour évoquer, qu'il y a eu des pressions, bien sûr, devant l'ONU pour révéler ces hauts responsables, étant donné qu'il avait un mandat d'arrêt international, il était le deuxième commandant. 15 jours avant de la décision du secrétaire général de l'ONU, je dois dire qu'il y a eu un important voyage des États-Unis qui a fourni de millions de dollars pour la Rwanda Defense Force au Soudan, qui était commandée par Karake Karenzi, et Karake Karenzi, à ce moment-là, a été confirmé. Il y avait un autre qui se trouvait comme ambassadeur à l'Inde, général Kayumba Nyamwasa, donc apparemment protégé par la loi internationale. On peut considérer ça, mais quand même, c'était ça la conviction internationale. Et on a trouvé un autre dans le Tibet, aussi engagé à l'ONU. Donc on peut voir à quel niveau 9 de ces hauts responsables se trouvaient placés par tout le monde. Bien sûr, il y avait quelques-uns qui étaient au Congo. Ce qui était quand même pour l'impact international remarquable, c'était que ces hauts responsables se trouvaient à ce moment-là au pouvoir. Ce n'était pas le même cas que Pinochet, par exemple, qui avait été chef d'État, qui avait été lancé un mandat d'arrêt international à partir de la justice espagnole, mais le jour qu'il a été arrêté, il n'était que sénateur à perpétuité au Chili. Maintenant, j'évoque, oui, la qualification juridique. Le juge espagnol a décidé de lancer le mandat d'arrêt pour certains crimes concrets. Je parle de crimes de génocide, je parle de crimes contre l'humanité, je parle de crimes de guerre. Au milieu de tout cela, on a des enlèvements, des disparitions forcées, des tortures et tout cela, assassinats. Et on parle aussi de terrorisme et d'organisation terroriste. Donc c'est ça le noyau de qualification juridique, indiciaire bien sûr, avec présomption d'innocence pour les suspects, et avec la volonté de mener ces responsables suspects devant la justice. Un autre impact international. Moins de 48 heures après que le juge espagnol a lancé le mandat d'arrêt international, le gouvernement rwandais a lancé un communiqué de presse évaluant politique et juridiquement la décision, que, on doit le dire, c'était écrite en espagnol. Et la conclusion de ce communiqué de presse, c'est que ces mandats d'arrêt, 200 pages, je dois le dire, c'était tout inventé et c'était politiquement motivé. À continuation de tout cela, comme le mandat d'arrêt a été lancé contre le 40 hauts responsables, mais en même temps, il y avait une affirmation sur suspicion de faits criminels contre le président Kagame, et le mandat d'arrêt n'a pu être lancé, étant donné qu'il était un président en action au pouvoir. Le président Kagame a changé la Constitution, sachant que pour le moment il était protégé, mais il a changé la Constitution pour être protégé le jour venu qu'il ne sera pas le président. Un autre impact international, le TPIR, par exemple,
on avait, je vais donner un autre exemple, la première victime, Joachim Valmajor, qui était un missionnaire qui était porté disparu le même moment que des autres prêtres rwandais à la ville de Byumba. Une fois que le APR avait pris militairement la ville de Byumba, on avait des doutes quelle serait la compétence sur ces crimes et les autres crimes, parce que cela venait dedans de la compétence prioritaire du Tribunal pénal international pour le Rwanda. À la fin, c'est le même TPIR qui a demandé officiellement au juge espagnol d'avoir une traduction officielle de mandats d'arrêt internationaux et cet acte de décision qui a été d'une façon ou d'une autre livré au TPIR officiellement. Il y avait dans cette dans cet acte de lancement de mandat d'arrêt des autres événements importants de l'année 94. Et je vais évoquer un parce que ça a eu un impact international très important. C'est un événement que vous connaissez, je suis sûr. C'est la tuerie des évêques à Gakurazo le mois de juin. Ça a été objet d'enquête par le tribunal espagnol. Le moment venu que la traduction officielle en anglais est arrivée au TPIR, et on a évoqué le procureur Jallow, c'est le procureur du TPIR qui officiellement, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, dit ouvertement on va ouvrir pour la première fois officiellement une enquête contre des membres de l'APR des suspects d'avoir participé dans ces événements. Je dois rappeler que là, dedans, il y avait des victimes Hutus et Tutsis. En fait, je représentais la mère d'un petit enfant Tutsi, donc je représentais une femme Tutsi et aussi sa sœur dans le processus. Ce qui m'étonne quand même d'écouter Mme Carla Del Ponte quand elle dit deux choses. Elle parle de le génocide. Si je lis les statuts du tribunal pénal international pour le Rwanda, il n'y a aucun endroit qu'on parle de le génocide. On parle de crime de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'elle parlait de... Il y a certaines choses qui ne sont pas prioritaires. La compétence est claire. On parle de crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, n'importe quoi soit l'auteur, au Rwanda ou au Congo ou pays voisins. Donc on sait, dans ces moments-là, que les crimes des évêques ont été enquêtés par le TPIR au moins à partir de l'an 2002. C'est l'an 2008 que Jallow demande devant le Conseil de sécurité d'enquêter ça. Et là, quelle surprise, moins d'une semaine après, c'est le procureur général du Rwanda qui dit « Ne vous inquiétez pas, TPIR, c'est nous qui allons enquêter sur ça ». Donc la première opportunité d'enquêter sur un crime apparemment commis par l'APR ou des responsables militaires de l'APR est interdit, disons comme ça, et on doit le dire, ça a été fait, vous savez probablement le résultat, mais on doit dire que le TPIR n'a surveillé pas, que c'est plus que formellement ces crimes. Pour continuer dans cette stratégie de neutralisation au niveau de l'Afrique et au niveau international sur la décision de la justice espagnole,
je dois dire que peu de mois après le mois de février 2008, quand ça est sorti, il y a eu une réunion des ministres des Affaires extérieures de l'Union africaine qui se sont convenus et préparé une réunion, la réunion officielle de chefs d'État de 53 États de l'Union africaine, qui a décidé, 20 jours avant de décider la décision sur al-Bashir que tout le monde connaît, à plus haut niveau, c'était les chefs d'État que 20 jours avant, à demande de chef d'État du Rwanda, a demandé de ne pas exécuter le mandat d'arrêt dans tous les territoires de l'Afrique, ce qui a été accordé vraiment. Par contre, c'était le procureur général de la Belgique qui a dit ouvertement n'importe quoi, soit la décision du chef d'État de l'Afrique, s'il y a quelqu'un de ces 40 qui vient dans les territoires de la Belgique, il va être arrêté. Mais dans cette décision du chef d'État de l'Union africaine a décidé 2 autres voies complémentaires, avoir une révision de la justice universelle au niveau de l'ONU, ce qui a été mis, et en même temps demander une révision du principe de justice universelle dans l'Union européenne, ce qui a été fait aussi, et l'Union européenne a dû faire un rapport par rapport aux autorités rwandaises pour montrer que ce n'était pas vraiment un dossier qui allait contre les Africains, parce qu'il y avait plusieurs dossiers de justice universelle dans plusieurs pays, la minorité duquel était contre des suspects africains ou des pays africains, plutôt c'était des autres pays. Des autres impacts, il y a eu l'arrestation à l'Afrique du Sud de James Kabarebe, en discrétion. Il était en voyage privé, l'Interpol a communiqué au juge espagnol qu'il avait été arrêté et il attendait des instructions. Par surprise, malgré les instructions, malgré que le mandat d'arrêt a été envoyé, il a pu continuer son voyage. Et 3 derniers impacts internationaux pour finir. La stratégie de l'ONU avec le Rwanda a eu un certain impact direct l'an 2010, justement. Vous vous rappelez les objectifs du millénaire, l'an 2010, il s'est accordé qu'il y avait une initiative du secrétaire général de l'ONU pour mettre ensemble un président d'un pays développé et un président d'un pays en voie de développement, ensemble pour travailler pour les objectifs de millénaire. L'idée brillante, c'était de mettre ensemble, dans cette réunion officielle, le président espagnol Zapatero avec le président rwandais Kagame, qui devait se réunir à Madrid, à presque moins d'1 kilomètre du tribunal. À la fin, après beaucoup de pression, parce que c'était beaucoup de pression dans tous les sens, le président Zapatero a décidé de ne pas avoir cette réunion et ne pas co-présider tout cela. Quelques mois après, on a vu et écouté que le mapping, le 1er octobre 2010, a vu la lumière. Et 2 derniers événements d'impact international. Quelques mois après, on a su que, à partir de Wikileaks, qu'au moins 5 câbles ont été, quand on parlait peut-être d'un petit pays dans l'Afrique, c'est un petit pays, le Rwanda, comme le Catalogne, et que c'est apparemment c'est tout puissant. Donc on doit dire, on doit connaître qu'il y a eu 5 câbles
de départements d'État américains qui ont été rendus publics, qui montraient clairement le mouvement du département d'État et de l'ambassade devant le gouvernement espagnol, devant le procureur espagnol et devant des autres instances, en suivant même les victimes et tout cela, justement pour forcer un changement sur la cause. Et dernier événement, la dernière semaine, on a pu voir qu'un suspect, et ce matin, Michombero a parlé comme une des personnes ou la personne qui a coordonné apparemment l'attentat, Charles Kayonga, qui se déplace en Grande-Bretagne et qui a un mandat d'arrêt international de l'Espagne. On fait tout le mouvement et on doit se rappeler que la Grande-Bretagne, au moins Rwanda, qui n'avait pas, comme ça a été évoqué ce matin, une traduction anglophone, a entré officiellement dans la Commonwealth et que M. Tony Blair est pas seulement l'ami, mais le coach de M. Kagame. Donc, on a su que ces suspects se trouvaient sur le sol de la Grande-Bretagne et que, malgré tous les efforts de l'Interpol, des autorités judiciaires espagnoles et tout cela, donc il a été par hasard nommé ambassadeur devant la Chine. Qui, par hasard, je dis parce que c'est la Chine qui continue à pressionner aussi l'Espagne pour des autres dossiers pour le Tibet. Donc, il y a une coïncidence. Je finis pour faire une référence. Je sais qu'il n'y a pas de temps, même si les autres ont pris un peu plus de temps, mais je sais qu'on doit finir et c'est à vous de faire les questions en continuation, mais je voulais quand même parler au moins 1 minute sur l'initiative de dialogue interrwandais, que c'est une initiative qui est justement prise à partir de Rwandais, de victimes rwandaises et de Rwandais, Hutus, Tutsis et Twa, toutes ethnies confondues, qui viennent à dire, écoute, tout ce que vous faites, c'est important, c'est essentiel, mais cela ne portera pas ni la paix à notre pays, ni permettra à mes fils et mes grands-fils de retourner en paix à notre pays. On doit faire quelque chose de plus. Et c'est à partir de cela que ça commence par la société civile, mais ça a été participé par 2 anciens premiers ministres du Rwanda, quelques ministres, des ambassadeurs, des personnes qui sont ici présentes dans la salle, justement pour essayer d'analyser les racines du drame rwandais, voir qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de mettre sur la table, comme Madame L'Espérance le disait, quelle est cette vérité collective qu'on doit se parler, au-delà des responsabilités individuelles, quelle est la responsabilité collective. Vous pouvez voir les documents de conclusion qui sont publiés dans notre site web Verita Rwanda Forum, mais quand même, je voulais au moins faire présent aussi des amis de ces processus comme Deo Mushayidi, Tutsi, Victoire Umuhoza, Ingabire Umuhoza, ou tous qui se sont aujourd'hui en prison et qui ont participé et lidéré ce processus, et que ce processus continue avec ces messages d'espérance qu'aucun jour la justice sera faite, mais aussi le dialogue qui mènera dans une convivence au Rwanda. Merci beaucoup. Merci.